Bonjour à toutes. Je vois que vous êtes déjà nombreuses à être connectées. Ce que je vous propose, c'est de patienter encore quelques instants euh, pour permettre à tout le monde de se connecter tranquillement. Il est midi pile. À tout de suite. Il est midi 1. Je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, bonjour et bienvenue à notre atelier concernant les gestes d'auto-examen mammaire que nous présentera dans quelques instants Angélique, la responsable de l'antenne de l'association Jeune et Rose pour le périmètre Auvergne-Rhône-Alpes. Je me présente, Marilyn Bessonnard, je suis la responsable du service Action sociale et prévention santé du groupe Apicil sur les métiers de la santé et de la prévoyance. Pour cette année 2024, nous avons décidé de mettre en place et de financer une série de 5 webinaires prévention santé dédiés pour vous, nos clients, nos clientes, afin de vous accompagner à prendre soin de vous. Ces webinaires donc, sont également disponibles en replay. Je vous fais un petit rappel de ceux déjà passés et à venir. Donc, en mars, nous avons parlé de nutrition. Au mois de juin, nous avons parlé de soleil, ami ou ennemi. En septembre, nous avons fait un webinaire sur la santé mentale. Et pour les cancers masculins, nous allons faire un webinaire dans le cadre de Novembre Bleu. Pour l'heure, je laisse la parole à Angélique pour notre atelier. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et à ce moment-là, moi, je lirai vos questions de manière à les partager à voix haute à Angélique, qui se fera un plaisir d'y répondre directement au fil de l'eau. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon atelier et prenez soin de vous. À toi, Angélique, merci. Merci Marilyn. Donc je suis Angélique, je fais en effet partie de l'association Jeune et Rose. Aujourd'hui, je m'occupe de l'antenne spécifiquement en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, j'ai 41 ans et j'ai moi-même été touchée par un cancer du sein donc jeune à l'âge de 33 ans. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait de rejoindre l'association pour transformer ce que j'avais vécu en quelque chose de positif et pouvoir accompagner d'autres jeunes patientes et aussi pouvoir faire des actions de prévention. Alors là, dans un premier temps, je vais d'abord vous présenter l'association Jeune et Rose et nos différents projets. Et ensuite, dans un second temps, on attaquera donc l'atelier Pouette-Pouette pour apprendre les gestes de l'auto-examen mammaire. Alors, comme l'a dit Marilyn, si vous avez des questions, même pendant que je parle, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser dans le chat et on peut même, voilà, Marilyn n'hésitera pas à couper pour que je puisse y répondre. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, donc concernant l'association, en quelques mots, donc Jeune et Rose, c'est une association de patientes touchées par un cancer du sein entre 20 ans et 40 ans. Elle a été créée à Bordeaux en 2017 et aujourd'hui, c'est une association qui est du coup nationale. Et donc, elle a été créée en 2017 en fait par 2 jeunes patientes, Christelle et Mélanie, qui ont eu leur cancer du sein à l'âge de 32 ans et 30 ans pendant leur période d'allaitement. Et quand elles se sont rencontrées dans les couloirs de l'hôpital, ça a été une vraie, on va dire, bouffée d'oxygène, puisque à la fois parce que elles rencontraient beaucoup de patientes touchées par un cancer, mais plus de 50 et 60 ans. Elles ne rencontraient pas d'autres jeunes patientes. Et en plus, quand elles se sont rencontrées, elles se sont rendues compte qu'elles ont eu leur cancer du sein pendant une période spécifique qui était la période d'allaitement. Donc, elles ont continué à beaucoup échanger. Elles se sont dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites autour du cancer du sein, beaucoup d'associations, ce qui était très bien, mais très peu, voire pas, en tout cas à l'époque, d'associations pour porter la parole des jeunes patientes. Que c'est vrai, on a tendance à penser que le cancer du sein touche surtout les femmes après 50 ans.
ce qui est vrai, hein, puisqu'il y a 2/3 des cancers du sein qui concernent des femmes de plus de 50 ans, mais il peut aussi toucher, et de plus en plus, des jeunes patientes. Nous, on est vraiment un collectif, on n'est que des jeunes patients touchés par un cancer du sein. Puis comme on dit chez nous, en fait, quel que soit l'âge auquel on est touché par un cancer du sein, qu'on ait 70 ans, 50 ans ou 30 ans, bien évidemment, on a le même problème, mais on rencontre des problématiques qui sont plus spécifiques quand on est plus jeune. Donc là, en attendant, je vous ai diffusé une petite slide pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des valeurs partagées au sein de notre collectif. Alors, on a 3 projets au sein de l'association. Donc, on a un projet qui s'appelle les Tétonnantes. C'est un réseau d'écoute, d'entraide et de soutien où les anciennes jeunes patientes accompagnent les nouvelles jeunes patientes. Donc, comme je disais tout à l'heure, du fait qu'on ait des problématiques spécifiques, c'est-à-dire d'être touché par un cancer du sein dans une période de vie vraiment particulière, comme pendant la période de grossesse ou d'allaitement, ou être touché par un cancer du sein très jeune pendant la période d'études, avoir des impacts aussi des traitements qui peuvent toucher aussi la sexualité et qui donnent envie de discuter avec d'autres jeunes femmes aussi. Souvent, quand on est jeune, on fait face à des cancers du sein qui sont plus agressifs ou à plus haut risque de récidive. Donc, autant de problématiques spécifiques qui fait que, voilà, d'avoir des rencontres justement qui sont faites pour pouvoir rencontrer d'autres jeunes patientes, ça apporte vraiment quelque chose de plus, surtout quand on vient d'apprendre son cancer du sein. Et en fait, les Tétonnantes, c'est aujourd'hui, donc, dans toutes les régions de France, c'est des rencontres qui sont proposées. Alors, soit des rencontres toutes simples autour d'un apérose pour discuter ou autour d'une balade, ou c'est aussi des rencontres que l'on fait un peu plus spécifiques autour de l'activité physique adaptée. Ça peut être de l'initiation à la boxe, au karaté, par exemple. Ça peut être aussi des rencontres bien-être qu'on propose aux jeunes femmes pour notamment apprendre à se maquiller pendant les soins, par exemple, ou des rencontres qui sont encore plus spécifiques et en lien avec les problématiques dont j'ai cité tout à l'heure, où on fait intervenir, par exemple, alors soit en présentiel ou en visio, pour toutes les pinkettes. Alors, les pinkettes sont le nom que l'on donne aux jeunes patientes. Pour que toutes les pinkettes de France puissent y avoir accès, on fait des visios aussi au national avec une sexologue qui va justement intervenir pour parler des impacts des traitements sur la sexualité, ou une psychologue encore qui va justement aider les jeunes femmes à savoir comment parler à leurs enfants en bas âge, etc. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le programme en entier, mais c'est vraiment beaucoup de rencontres. Marilyn, Angélique, excuse-moi. Oui, merci. J'attendais que tu termines cette petite partie. J'ai une question dans le chat. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir, j'allais dire, y répondre là tout de suite. Il y a de plus en plus de jeunes femmes touchées aujourd'hui. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, c'est une question qui revient beaucoup. Il est difficile de savoir pourquoi, parce que à part la part qui est attribuée au cancer du sein génétique, donc parmi le nombre de cancers du sein, c'est 5 à 10% qui sont génétiques. Donc, quand c'est génétique, on sait, c'est qu'on est porteur de la mutation. Mais au-delà de ça, on ne sait pas. Donc, alors, on connaît les facteurs de risque classiques qui peuvent expliquer une augmentation du risque d'avoir un cancer du sein ou même tout cancer, du coup. Je pense que vous les connaissez déjà, mais il y a le tabac, l'alcool, la sédentarité, l'alimentation trop grasse et trop sucrée. Et nous, jeunes patientes, on se dit, OK, il y a ces facteurs de risque qui sont prouvés scientifiquement, mais en même temps, quand on est touché par un cancer de sein à 25 ans, on n'a pas forcément beaucoup bu, ni beaucoup fumé sur une longue période, voire pas du tout, plutôt sportive, pas d'antécédents familiaux. Donc, ces facteurs de risque, voilà, on se dit quid un peu de la part des facteurs environnementaux, la pollution, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, qui sont en plus prouvés scientifiquement, qui peuvent augmenter le risque de cancer. Mais on en parle, je trouve, pas énormément. On commence à en parler un peu plus. Et en plus, Jeune et Rose, nous, au sein de notre collectif, on a fait une lettre ouverte justement pour la création d'un registre des cancers, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que quelques départements qui ont un registre et qui recensent le nombre de cancers et par tranche d'âge. Ce qui serait intéressant, c'est de connaître ça sur tous les départements français pour voir si des fois, il n'y a pas des zones où on sait qu'il y a beaucoup plus de polluants, de pesticides, de perturbateurs endocriniens. Donc voilà, il y a quand même cette question-là. Et sinon, c'est vrai que pour être un petit peu plus précise encore, quand on diagnostique un cancer du sein, il y a des analyses qui sont faites par une biopsie, qui sont envoyées à la NAPAT. Et aujourd'hui, ces analyses ne permettent pas de dire d'où ça vient, quoi.
J'en profite, j'ai une autre question concernant le port du soutien-gorge. Augmente-t-il les dangers du cancer du sein ou autres pathologies? Alors non, ça fait vraiment partie d'une intox, comme on dit. Alors en plus, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a créé récemment une BD qui s'appelle La bande dessinée du télététon, où à l'intérieur, on retrouve tous les gestes de l'auto-examen mammaire, mais aussi d'autres planches de BD sur les facteurs de risque, les perturbateurs endocriniens, la génétique, la transidentité, etc. Et on a une page sur justement info ou intox, parce qu'avec ces bandes dessinées, on va beaucoup dans les lycées en fait pour faire des ateliers de sensibilisation. Et très souvent, on pense encore aujourd'hui que porter un soutien-gorge avec armature augmente le risque de cancer du sein, mais là, c'est vraiment faux. Autant nous, on n'est pas des médecins, donc même si on a un comité scientifique qui nous accompagne, qu'on est très encadré et accompagné par des professionnels de santé qui checkent un peu tous nos outils, des fois même qui nous accompagnent sur le terrain, on n'est pas médecin, donc il y a des fois, on dit quand on ne sait pas, on répond pas. On dit, on ne sait pas trop, nous, on est que des patientes. Mais là, pour le coup, ça, c'est sûr. Et non, c'est vraiment une intox. Et c'est pour ça qu'on dit beaucoup aux jeunes aussi que sur Internet, il faut faire attention à tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'intox comme ça qui circulent. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Ensuite, sur le projet Alerte Rose, donc là, juste 2 mots, c'est notre projet de médiation en santé à destination des professionnels de santé et des étudiants en santé, qui sont les professionnels de santé de demain. Donc là, on a en fait plusieurs outils. On a un film documentaire sur le cancer et la grossesse et l'allaitement. On est en train de créer des capsules vidéo où il y a des regards croisés entre professionnels de santé et jeunes patientes sur des thématiques comme cancer et sexualité, cancer en parler aux enfants, cancer, préservation de la fertilité. C'est aussi quelque chose sur lequel, une étape où on peut passer quand on est touché par un cancer du sein jeune, c'est la préservation de la fertilité. Et donc, ces capsules vidéo, on va les présenter au sein des écoles d'infirmières, de sages-femmes, auprès des professionnels de santé, les gynécologues, par exemple, au sein des hôpitaux, des centres de formation. Et c'est des échanges qu'on a avec eux. Et c'est beaucoup d'outils aussi qu'on essaye de faire, de transmettre en fait par notre site internet à tous les professionnels de santé pour à la fois qu'ils soient sensibilisés à ces différentes problématiques qu'on rencontre quand on est jeune, pour optimiser, on va dire, la prise en charge aussi des jeunes patientes et en même temps pour alerter aussi sur le retard de diagnostic auquel on fait face, surtout quand on est jeune. Puisque parfois, il y a des professionnels de santé, s'ils n'ont jamais rencontré une jeune femme au cours de leur carrière professionnelle, on a quand même facilement le discours de dire vous avez 24 ans, ce que vous ressentez dans votre sein, ça peut pas être un cancer, vous êtes trop jeune, on va attendre un peu. Et on sait qu'un cancer du sein, et tout cancer d'ailleurs, se développe plus vite quand on est jeune que quand on est plus âgé. Donc pouvoir le diagnostiquer le plus précocement, c'est vraiment important. Voilà, on a une conférence aussi qu'on organise à Saint-Priest. Je fais juste une petite parenthèse sur le 28 novembre du coup de cette année, sur la place des aidants auprès des jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Donc, je transmettrai l'information à Marilyn, elle pourra vous transférer ça par mail. Et ensuite, pour terminer, notre projet du télététon, ce qui nous concerne plus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment notre projet de sensibilisation au cancer du sein chez la jeune femme, mais plus précisément aussi à l'apprentissage des gestes de l'auto-examen mammaire. Donc, on va surtout en fait auprès d'un public cible qui sont les jeunes. Donc, on va beaucoup faire d'ateliers au sein des lycées, au sein des missions locales, par exemple des MJC, lors des soirées étudiantes, et aussi auprès du public vulnérable. Donc, les femmes qui sont éloignées du fait de leur vulnérabilité en santé, qui sont concernées par une précarité sociale et économique, pour qui il est important d'aller au-devant d'elles, parce qu'on sait que leur priorité n'est pas de prendre soin d'elles. Donc, on va, par exemple, auprès de groupes de femmes dans les centres sociaux, planning familial, auprès aussi des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Et pour ça, on anime donc nos fameux ateliers poète-poète. Donc là, vous allez voir après l'atelier poète-poète en virtuel, mais vous le verrez quand même. On anime aussi des ateliers BD et en fait, on passe beaucoup par les arts. Donc, on a aussi d'autres projets parfois artistiques pour transmettre ces messages de sensibilisation et de prévention d'éducation à la santé. Voilà un petit peu. On a aussi une expo photo, Ma vie en jaune et rose. Voilà, on a plein d'autres projets, mais je ne vais pas non plus forcément tout vous citer, parce que le principal, c'est que je puisse vous donner des infos sur les gestes de l'auto-examen mammaire. Alors, s'il y a quelques questions, Marine, on peut, avant de démarrer l'atelier, démarrer l'atelier. Oui,
pas de souci. Justement, j'ai une question. L'anxiété et le stress sont-ils facteurs justement de stress et du coup de potentiellement déclencher directement ou indirectement un cancer du sein ou autre, j'allais dire? Alors souvent, on nous dit, et les professionnels de santé nous disent qu'il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui va prouver ça. Ou alors les études scientifiques qui vont mettre ça en avant, elles sont pas vraiment représentatives. Donc, on pourrait dire, bah non, en tout cas, c'est pas, en tout cas, c'est pas cité parmi les facteurs de risque qui sont prouvés scientifiquement, comme le tabac, l'alcool, etc. Après, forcément, c'est des questions qu'on se pose tous. Alors là, je réponds plus en tant que moi, en tant que personne, en fait, finalement, pour avoir aussi été touchée par un cancer, mais on peut se poser la question, en effet, de se dire quelle est la part du stress, des chocs émotionnels dans toute déclaration de maladie, que ce soit un cancer du sein, un cancer ou d'autres maladies auto-immunes, maladies cardiaques. Donc même si c'est pas forcément prouvé scientifiquement, il y a quand même un petit point d'interrogation. Après, pour m'être documenté un petit peu, ou en tout cas avoir posé la question à des professionnels de santé, ce qu'on me répond aussi, ce qu'on nous répond, c'est de dire, en fait, quand on est très stressé, qu'on a vécu un choc émotionnel ou qu'on est très stressé pendant une longue période, forcément, notre système immunitaire, il est plus faible. Et à partir du moment où notre système immunitaire est plus faible, forcément, c'est un terrain pour notre corps, physiologiquement parlant, plus propice à développer des maladies. Voilà, il y a cette corrélation-là qu'on peut faire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue? Alors. Je regarde. Il y a une personne c'est pas une question, mais qui dit voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surdiagnostic aussi en faisant des mammographies trop régulièrement? Alors ça, c'est intéressant, important en tout cas, parce qu'en effet, il y a le dépistage organisé. Donc le dépistage organisé, c'est à partir de 50 ans, toutes les femmes reçoivent un courrier tous les 2 ans pour aller faire une mammographie. Et ça permet vraiment, là pour le coup, c'est prouvé, de diagnostiquer des cancers à stade précoce. Bon, aujourd'hui, il y a encore, je crois, près d'une femme sur 2 qui vont pas faire ce dépistage organisé, donc il faut vraiment continuer à en parler. Et alors, je ne sais pas si cette remarque était aussi pour poser la question de dire, parce qu'on entend souvent que faire une mammographie trop régulièrement, il y a des radiations et ça peut augmenter le risque de cancer. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça, mais du coup, je peux essayer aussi de répondre par rapport à ça. C'est que bien évidemment, si on fait des mammographies tous les ans à partir de 20 ans, étant donné que la mammographie, c'est quand même des rayons, on sait que c'est pas forcément très bon et ça peut très légèrement. En fait, si vous voulez, c'est pareil, scientifiquement parlant, il a été prouvé que faire des mammographies trop régulièrement pouvait légèrement augmenter le risque de cancer du sein, mais c'est quand même très minime. En tout cas, dans la balance bénéfice-risque, ça reste minime. Parce que ça permet aussi quand même de détecter des cancers de manière précoce. Et c'est pour ça qu'avant 50 ans, on n'est pas concerné par le dépistage organisé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va parler de l'auto-examen mammaire, parce que ça permet du coup de pouvoir avoir une surveillance de sa poitrine avant 50 ans, mais même après 50 ans, parce qu'entre 2 mammographies, c'est important de prendre soin de sa poitrine aussi. En 2 ans, il peut se passer des choses. Et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Oui, à partir de 40 ans, aujourd'hui quand même, les médecins, ils vont quand même de plus en plus faire attention à vos antécédents familiaux. C'est pour ça que si vous avez des antécédents familiaux, il faut leur en parler, parce qu'ils peuvent démarrer parfois une mammographie un peu avant 50 ans ou mettre en tout cas en place une surveillance un peu plus personnalisée si on a eu des antécédents familiaux, par exemple. On peut continuer ce webinaire. Dans le chat, il y a quelques échanges, mais voilà, on va passer à l'atelier et puis en fonction des questions, je n'hésiterai pas à réintervenir. Merci. Ok. Donc, on va démarrer l'atelier poète-poète. Alors, bien évidemment, l'auto-examen mammaire, ça ne va pas venir se substituer à la palpation clinique qui doit être faite par son médecin, alors médecin traitant, gynécologue ou sage-femme. Ils savent très bien faire, c'est leur métier et c'est très important d'avoir un suivi régulier.
Donc, il y a la palpation clinique qui doit être réalisée par un professionnel de santé et il y a la possibilité donc de faire cet auto-examen mammaire pour apporter une propre autosurveillance de sa poitrine. Alors ça, c'était quelques chiffres, je ne sais plus si je les ai cités tout à l'heure, mais c'était quelques chiffres à donner sur le nombre de cancers du sein par an en France. Donc aujourd'hui, les nouveaux chiffres, c'est 61 214 cas de cancer du sein par an en France. On sait qu'un cancer diagnostiqué tôt, c'est 9 chances de guérison sur 10. Donc c'est d'où l'importance quand même de bien pouvoir essayer de le diagnostiquer le plus précocement possible. Il y a 12 102 femmes, du coup, qui sont touchées par un cancer du sein avant 50 ans et près de 4 000 avant 30 ans. Et il y a 85% des patientes qui sont accompagnées Jeune et Rose qui nous ont dit avoir découvert leur cancer par la pratique de l'auto-examen mammaire, soit fait de manière consciente ou au détour d'une douche, en tout cas en ayant senti quelque chose ou repéré quelque chose visuellement. Ce qui me permet d'ailleurs une transition sur déjà c'est quoi l'auto-examen mammaire. Donc l'auto-examen mammaire, c'est à la fois un examen visuel de sa poitrine et la pratique de l'autopalpation. Parce qu'on a tendance à penser qu'un cancer du sein, c'est qu'une boule qu'on ressent dans son sein. Alors, ce qui est vrai, de manière générale, c'est souvent une boule qu'on ressent dans son sein, une masse, mais c'est pas que ça. Il existe aussi des symptômes visuels qui peuvent nous alerter. Alors, c'est pareil, quand on dit nous alerter, le but de l'auto-examen mammaire, c'est pas de se faire peur, c'est vraiment de se dire, j'ai un acte de bienveillance envers moi-même, envers ma poitrine. Je fais pas l'auto-examen mammaire régulièrement pour rechercher un cancer ou pour rechercher quelque chose qui va pas, c'est plutôt, je fais l'auto-examen mammaire pour m'assurer que tout va bien. Et si je repère d'un seul coup une anomalie visuelle ou à la palpation quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, je vais aller consulter. Il y a plein d'anomalies visuelles qui ne seront pas forcément symptomatiques d'un cancer du sein. Il y a plein de choses qu'on peut ressentir à l'intérieur de sa poitrine qui ne sont pas non plus un cancer du sein. Mais le tout, et ça je pense que je vais le répéter souvent, c'est d'aller consulter, de ne pas laisser traîner. Le fait de pratiquer l'auto-examen mammaire régulièrement, alors il est préconisé de le faire une fois par mois, mais si déjà on le pratique au moins régulièrement, c'est déjà bien. Et ben à force, on va bien connaître sa poitrine. Et le fait de bien la connaître, ça va permettre de repérer plus rapidement et plus facilement si on voit une anomalie, je disais tout à l'heure, repérable à l'œil nu ou au toucher. Alors sur les symptômes visuels, alors habituellement quand on est en atelier poète-poète, en vrai, en live, on pose des questions pour savoir si vous les connaissez, mais là, ça prendrait, je pense, un petit peu trop de temps. Donc là, vous avez cette petite carte citron, du coup, qui est faite par Now Your Lemon, mais qu'on utilise beaucoup parce qu'elle est très parlante. Donc, comme symptôme visuel, il peut y avoir, par exemple, une rougeur. Donc, si on a un sein qui est rouge, qui est chaud, qui ne partirait pas avec des antibiotiques, parce qu'on peut très bien avoir tout simplement une infection bénigne de la glande mammaire, ce qu'on appelle couramment une mastite, mais avec des antibiotiques, ça va partir. Mais même si avec la prise d'antibiotiques, ça part pas, ça amène à aller consulter, ça peut être un symptôme. Si on a un liquide inhabituel du mamelon, que ce soit un liquide transparent ou un petit peu ensanglanté, ça amène aussi à aller consulter. Si on voit une veine grossie, donc on a toutes un peu des veines apparentes sur notre poitrine, mais si d'un seul coup c'est une veine qui se met à grossir et qui perdure, ça amène aussi à les consulter. Il y a aussi l'aspect peau d'orange, donc c'est plein de petits points qui peuvent apparaître comme sur une orange, ou aussi la rétractation d'un mamelon à l'intérieur. Alors là, si on peut, Sabine, juste couper l'écran quelques secondes pour que je puisse montrer ces deux symptômes qu'on peut voir là sur un sein en silicone. Donc là, ici, on voit justement cet aspect peau d'orange avec plein de petits points un peu partout. Et là, on voit un mamelon qui est rétracté. Là, il est rétracté de moitié, mais peut être rétracté complètement à l'intérieur. On peut remettre l'écran, Sabine, du coup, merci. Bien sûr, on a toujours eu un mamelon rétracté depuis qu'on est petite. Bon, bah voilà, c'est Ah, je crois que nous avons un petit problème de son. Ne quittez pas, on regarde ça tout de suite. C'est tout bon?
Angélique, c'est tout bon. On te Ok, remercie. je pense que Merci. ça a désactivé automatiquement quand il y a eu, la prochaine fois, je pense à remettre. C'est ça. Donc je disais, je crois, avant que ça coupe, que bien évidemment, si on a toujours eu un mamelon rétracté depuis qu'on est petit, ou je sais pas, un petit bouton, un grain de beauté depuis qu'on est petit, etc. Bien évidemment, on sait, on est né comme ça. D'où l'importance de bien connaître sa poitrine et de pratiquer l'auto-examen mammaire régulièrement. Comme ça, on peut plus vite repérer s'il y a une anomalie soudaine qui apparaît qu'on n'avait pas, par exemple, le mois d'avant. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est tout ce qui apparaît soudainement et qui perdure. Alors, perdurer, le repère, ça peut être, par exemple, si on a ses règles, d'attendre un cycle ou deux. Après, on n'est pas obligé d'attendre. On peut se dire, je vais consulter et prendre rendez-vous tout de suite aussi. Donc, on peut aussi avoir, bien évidemment, toute forme ou taille qui change vraiment d'un seul coup. Une croûte du mamelon, pareil, qui perdure, qui ne part pas tout seul. Une fossette aussi, quand on peut avoir une fossette sur la joue, on peut avoir un creux qui se forme aussi sur la poitrine. Donc ça, c'est vraiment les symptômes visuels. Donc on peut, une fois par mois, alors nous, on aime bien dire, pour pas avoir de pépins dans tes citrons, faut que tu te mates et que tu te tâtes. Donc ça fait un petit repère, c'est-à-dire je me mate, c'est-à-dire que tous les mois, je regarde ma poitrine devant le miroir. On peut faire un peu la danseuse comme ça, parce que en se mettant un peu sur le côté, ça permet de bien voir ici l'ensemble, voilà, sur le côté. Et puis aussi, en levant les bras, ça permet aussi de bien voir en dessous la poitrine pour voir s'il n'y a pas une rougeur, un aspect peau d'orange, quelque chose qui aurait changé par rapport au mois d'avant. Et ensuite, on va se tâter, donc on va pratiquer justement l'autopalpation. Alors, j'avance sur la slide. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur de la poitrine d'une femme, il peut se passer plein de choses. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire le cancer du sein chez la femme, etc. On sait aussi, et je pense que vous le savez peut-être, je ne sais pas, mais qu'un homme peut aussi être touché par un cancer du sein. Il y a environ entre 500 et 600 hommes par an en France qui sont touchés par un cancer du sein parce que les messieurs aussi ont de la glande mammaire. C'est juste qu'elle n'est pas autant développée que nous. Ils sont moins touchés que nous, mais un homme peut aussi être touché par un cancer du sein. Voilà, je vais fermer la parenthèse. Donc, à l'intérieur d'une poitrine, on peut avoir plein de choses. Donc, comme on voit ici sur le schéma, la poitrine, elle est composée de tissus de graisse, ce qu'on appelle tissu adipeux, et de tissus glandulaires, donc tout ce qui va être les canaux, les lobes. Et donc, à l'intérieur, on peut bien évidemment, quand on ressent une masse, ça ne veut pas forcément dire que c'est un cancer. C'est pour ça que si on palpe une masse, il faut aller consulter toujours, il ne faut pas laisser traîner, c'est ça qu'il faut retenir, mais ce n'est pas une masse égale forcément un cancer du sein. On peut ressentir une masse qui peut être une tumeur, mais une tumeur qui est bénigne, c'est-à-dire qui est non cancéreuse. On appelle ça souvent un adénofibrome ou un fibroadénome. On peut ressentir aussi un kyste. Un kyste, c'est des petites poches de liquide. Aux images, ça se voit bien. Et là, un kyste, on sait que ce n'est pas cancéreux. Et on peut ressentir aussi des masses cancéreuses. Donc, en fait, quoi qu'on ressent dans la poitrine, et quel que soit aussi, alors là, vous n'allez pas pouvoir venir palper sur le buste aujourd'hui, mais on peut ressentir des formes parfois qui sont un peu rondes, qui roulent, des formes qui sont plutôt avec des contours irréguliers, qui sont plutôt fixes. Alors même si physiologiquement parlant, souvent quand c'est rond, quand ça roule un peu sous les doigts, c'est plutôt un kyste. Quand c'est une masse que l'on ressent qui est un peu plus fixe, qui bouge pas, quoi, avec des contours irréguliers, on dit plutôt que c'est une masse cancéreuse. Mais en fait, quoi que l'on ressente dans notre poitrine, de toute façon, on ne fait surtout pas d'autodiagnostic et on va consulter. Au mieux, on est rassuré, c'est rien, c'est quelque chose de bénin. Et si ça doit être un cancer du sein, au moins, on va pouvoir l'avoir diagnostiqué le plus tôt possible. Alors, pour les gestes de l'autopalpation, donc moi, je vais vous montrer un petit peu les gestes qui sont avec la technique du cadran. Il existe plein de techniques, la technique de l'escargot. J'ai envie de dire que peu importe à partir du moment où on vient palper l'ensemble du buste. Alors là, Sabine, si on peut repasser sur... Voilà, on m'entend toujours, oui, je pense. Je vois que mon micro est activé. Donc, je vais vous présenter Lolotte. Voilà, c'est notre petite buste d'autopalpation qui s'appelle Lolotte, du coup. Et donc là, sur le buste, alors c'est pour ça qu'on parle bien d'un buste, parce qu'en fait, l'autopalpation, on a tendance à penser qu'il faut se palper qu'au niveau du volume mammaire. Alors qu'en fait, il faut savoir que la glande mammaire, elle ne se situe pas qu'au niveau du volume, elle se situe aussi, elle monte jusqu'en haut. Et un cancer du sein se développe au sein de la glande mammaire.
Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment venir palper l'ensemble du buste. Alors là, avec la technique du cadran, donc on va imaginer donc 2 lignes comme ça, ici, qui forment une croix. Il va y avoir une zone ici, une troisième zone ici, donc qui monte bien jusqu'en haut jusqu'à la clavicule, une quatrième zone qui monte bien jusqu'en haut et qui comprend l'aire ganglionnaire sous les bras, et la cinquième zone qui va être le mamelon. Et avec 3 doigts, puisqu'on a la pulpe là des doigts qui est plus sensible ici, on va venir faire des mouvements circulaires sur l'ensemble de la poitrine. Alors là, je vais vite, mais quand on est chez soi, on prend le temps et on appuie, on se connaît, donc on sait jusqu'où on peut appuyer. Et on va vraiment, comme ça, venir palper jusqu'en haut. Même jusqu'aux clavicules, on peut avoir des ganglions sous les bras et sous les clavicules aussi. Et donc voilà, on va venir palper l'ensemble comme ça. On va venir aussi appuyer un peu sur le mamelon pour s'assurer qu'il n'y ait pas de masse en dessous le mamelon. Et on peut de temps en temps faire une légère pression pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écoulement. Et on n'oublie pas de vraiment bien palper vraiment l'ensemble de dessous le bras, puisque ici et au niveau des clavicules, on peut ressentir du coup un ganglion. Et un ganglion qui apparaît soudainement et qui va perdurer, parce qu'on peut très bien ressentir un ganglion parce qu'on a été malade, on a été enrhumé, on vient de faire un vaccin par exemple, mais il va partir au bout de quelques jours. Par contre, un ganglion qui perdure dans le temps amène aussi à les consulter, ça peut aussi être un symptôme d'un cancer du sein. Donc là, on peut remettre, Sabine, l'écran. Ok, là, je pense qu'au niveau du son, ça devrait être bon. Et donc, cette autopalpation, on peut très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est de l'associer à un moment de bien-être. Donc, on peut très bien le faire. Alors, nous, on l'intègre dans une routine beauté. On se dit que tous les jours, on se fait bien une routine beauté. On peut se mettre un peu de crème, parfois du maquillage. Donc là, on peut consacrer 5 minutes dans le mois à se faire une routine beauté consacrée à nos nénés. Et donc, on peut très bien faire cette autopalpation en se mettant de la crème, sous la douche aussi, parce que c'est un moment où on est bien, sous l'eau chaude, et parce qu'aussi avec l'eau savonneuse, ça permet aussi de parfois mieux ressentir ce qu'on a à l'intérieur de sa poitrine. Et de temps en temps, il faut le faire aussi en position allongée. Quand on est allongé, ça permet de détendre la glande mammaire et parfois on ressent les choses différemment. Donc moi, je sais que une fois que j'avais senti une petite boule, j'étais passée la mammographie. Après, j'ai fait une biopsie. Il fallait que j'attende les résultats. Et donc, forcément, je n'arrêtais pas un peu de palper ma masse. Et en fait, je la sentais différemment quand j'étais allongée ou quand j'étais debout. Surtout quand on a une poitrine un peu volumineuse, le fait de vraiment s'allonger, ça permet vraiment d'étendre la glande mammaire. Voilà. Et ce qu'il faut... alors, c'est vrai que c'est en visio, c'est jamais évident parce que d'habitude je pose des questions, mais souvent je pose la question de est-ce qu'un cancer du sein ça fait mal? Et il y a beaucoup de personnes parfois qui disent non, ou d'autres qui disent ça dépend des fois. Donc c'est vrai que généralement on dit qu'un cancer du sein ça fait pas mal, mais la phrase si vous avez mal c'est que c'est pas un cancer du sein, elle est fausse aussi, parce que comme on dit toute généralité a ses exceptions. Et moi, en plus, je peux en parler en tant que jeune patiente. C'est pour ça que c'est important que nos ateliers Poète soient aussi animés par des jeunes patientes, puisqu'on peut du coup vous faire part de ce qu'on a vécu. Et moi, c'est pour ça que je dis toujours grâce à une douleur que j'ai pu m'apercevoir, que j'ai pu venir palper ma masse. J'avais une douleur vraiment qui me lançait, pas une douleur de règles. Hein. C'est pour ça que c'est important de bien connaître sa poitrine, parce qu'on sait aussi que parfois, quand on va avoir ses règles, quelques jours avant ou pendant, on a des fois certaines douleurs. Là, c'était vraiment une douleur qui n'était pas comme d'habitude, qui était quasi tous les jours. Et au bout de 2-3 semaines, je me suis dit pourquoi j'ai mal ici. Et c'est là où je me suis palpée, j'ai ressenti une boule et j'ai pu réagir rapidement et aller consulter. D'ailleurs, il est important de faire cette autopalpation quand on a ses règles, en tout cas, de plutôt le faire à distance des règles. Le mieux, c'est même quelques jours après. Parce que pendant ces règles, on sait qu'on a les seins qui sont plus sensibles, qui sont plus douloureux. Et c'est quand même mieux de pratiquer l'autopalpation sur des seins qui sont plus souples. Angélique, je me permets, j'ai une question. Oui. S'il y a une part de génétique, est-ce que c'est intéressant de tester cette prédisposition au plus tôt? Alors, en fait, s'il y a des antécédents familiaux, une maman, une tante, cousine, grand-mère, etc., comme je disais tout à l'heure, c'est important d'en parler au médecin. Alors, souvent, dans certaines situations, et souvent les centres, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder là où on habite et voir s'il n'y a pas un centre vraiment consacré à la génétique, ce qu'on appelle l'oncogénétique. Et quand il y a des antécédents familiaux, parfois, ils peuvent proposer de faire le test, mais des fois, non. Je ne connais pas les critères des refus.
Mais par contre, quand on est touché par un cancer du sein jeune, moi, quand je l'ai eu à 33 ans, ma maman avait eu un cancer du sein aussi à 41 ans. Donc forcément, on m'a proposé de faire le test. Il s'avère que du coup, je ne portais pas le gène. Après, je suis rentrée quand même dans un protocole de suivi comme si j'étais porteuse du gène en pouvant je pouvais soit opter pour l'ablation des deux seins, soit pour rajouter une IRM tous les ans. J'ai plutôt opté moi pour l'IRM tous les ans. Et donc là, forcément, quand on est touché par un cancer du sein, surtout quand on est jeune et qu'on a eu des antécédents, ils nous testent. Par contre, une personne lambda qui n'a pas forcément eu de cancer du sein va pas pouvoir aller faire un test génétique. Je connais pas vraiment les raisons. C'est vrai qu'il faudrait que je creuse un peu le sujet, mais on peut pas faire passer des tests génétiques à tout le monde. Puis il y a ceux aussi à qui on peut le passer parce qu'il y a eu une histoire familiale assez lourde, mais qui refusent de le faire parce que tout le monde n'a pas forcément envie de savoir aussi, bien sûr. S'il y a d'autres questions, là, n'hésitez pas. Du coup, on peut faire part. On peut du coup là faire les questions. Pour le moment, ça va. Là, je lis certains messages et pour pouvoir t'interpeller le moment venu. Ok. Tu le souhaites et puis je te dirai parce que parfois il y a des échanges et c'est pas forcément des questions. Oui. Mais après, c'est des thématiques sur les échanges. Ne pas hésiter à me le dire aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment tendance à penser, enfin, pas aujourd'hui, mais on pense beaucoup au cancer du sein après 50, 60 ans, mais pas aussi qui puisse toucher la jeune femme. Et encore une fois, notre collectif n'existe pas pour faire peur, hein, pas du tout. Ça reste plus rare chez la jeune femme, bien évidemment. Mais comme ça existe, c'est important voilà, de connaître un peu tous ces tips, tous les gestes qu'on peut pratiquer sur soi voilà, ça peut vraiment faire la différence. Et le fait aussi que les hommes, c'est important qu'ils écoutent le message de prévention, c'est pas que parce qu'un homme peut être touché par un cancer du sein, c'est aussi parce que nous, au sein des jeunes filles, enfin des jeunes femmes qui sont touchées par un cancer dans notre collectif, il y en a beaucoup qui nous ont fait remonter que c'est au détour d'une palpation amoureuse en fait que leur conjoint ou leur conjointe ont pu justement repérer une anomalie visuelle ou à la palpation. C'est pour ça que c'est vraiment, on dit le cancer du sein, de toute façon, il n'a pas d'âge, il n'a pas de sexe, donc tout le monde est concerné, tout le monde doit être sensibilisé, ça peut faire la différence. J'ai un message dans le chat où on me demande comment vas-tu aujourd'hui? Merci déjà, c'est gentil de prendre pas forcément souvent cette question, donc merci. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Moi, donc ça fait du coup maintenant 8 ans. Je suis passée par la case de la préservation de la fertilité avant de démarrer la chimiothérapie. Il faut savoir qu'une chimiothérapie peut altérer la fertilité. C'est pas automatique, mais c'est possible. Donc du coup, on a pu, avec mon mari en tout cas, faire le choix de mettre de côté des embryons directement, parce qu'on peut faire le choix aussi de préserver uniquement ses ovocytes. Je dis toujours qu'on a 7 embryons au chaud, mais en fait, en vrai, ils sont au froid parce qu'ils sont congelés. Alors aujourd'hui, nous, on a décidé de ne pas les utiliser et je pourrais aujourd'hui naturellement mettre en route une grossesse, mais par choix de vie, aujourd'hui, on n'a pas forcément fait ce choix-là. Mais en tout cas, si jamais on avait fait ce choix et que la chimio avait altéré ma fertilité, j'aurais pu utiliser mes embryons. Donc après, j'ai passé plusieurs séances de chimio qui m'ont fait perdre les cheveux. Après, j'ai eu des rayons. J'ai eu une opération. Alors, j'ai eu la chance qu'on puisse conserver mon sein. On a pu me faire une tumérectomie, retirer la tumeur. Et j'ai eu ma chaîne ganglionnaire aussi qui a été retirée parce que j'avais 2 ganglions qui commençaient à être atteints. Et puis après, j'ai eu de l'hormonothérapie parce qu'il y a plusieurs types de cancer du sein et moi, mon cancer du sein était hormonodépendant, ce qui fait que j'ai pu prendre en fait pendant 5 ans et demi un médicament tous les jours, de l'hormonothérapie. Alors contrairement à son nom, c'est des anti-hormones, puisque quand on a un cancer du sein hormonodépendant, en fait, les cellules cancéreuses, elles vont aimer, on va dire, se nourrir des hormones et ça, c'est un traitement qui va venir contrer tout ça pour baisser le risque de récidive et après 5 ans et demi d'hormonothérapie, alors c'est pas toujours été facile, je l'ai plutôt bien toléré, mais j'ai quand même eu quelques effets. Aujourd'hui, je vais bien et j'ai pas de récidive. Donc, et je me suis investie pleinement dans l'association Jeunes et Roses aujourd'hui. Bon, merci Angélique pour ce partage d'expérience. C'est vrai que voilà,
c'est aussi important de passer ce type de message. Un cancer du sein, oui, mais et après, voilà, comment Et on va. l'après est une étape vraiment à part entière, dont on ne parle pas assez souvent et qui est difficile aussi parce qu'il y a les impacts des traitements qui sont au long terme. Il y a la reprise du travail. La reprise du travail n'est pas toujours simple en fonction des traitements qu'on a eus, du type d'emploi qu'on occupe. Et puis, c'est normal, l'entourage aussi. Alors, déjà, nous, on a été coucounés pendant 1 an. Enfin, coucounés, dans le sens où à l'hôpital, on y va tous les jours, on a les infirmières, on a les médecins, puis d'un seul coup, du jour au lendemain, on est un peu livré à nous-mêmes. Donc, et c'est là où on se rend compte, quand on est dedans, on est dans le guidon. Mais après, tout s'arrête et c'est là où on se rend compte, ah oui, j'ai traversé un cancer quand même. Bon, par contre, maintenant, tout le monde attend que j'aille mieux, que je reprenne le travail. Forcément, l'entourage, ils sont contents de voir qu'on a passé toutes ces étapes. Donc, ils disent, ah ça va, tu vas mieux, allez, maintenant, ta bonne mine, allez. Sauf que nous, on est là avec nos questions, nos impacts. On a aussi cette épée de Damoclès qui se rajoute, on l'a tous, mais qui se rajoute quand on a aussi eu un cancer. Donc, l'étape de l'après est pas toujours évident pour tout le monde après un cancer. Et je dis cancer du sein, mais finalement, homme, femme, et quel que soit le cancer, c'est aussi une étape à part entière aussi. Ouais. J'ai 2 autres questions, j'en profite. L'ablation du sein évite tout risque de récidive? Point d'interrogation. Alors, en fait, quand on fait une ablation du sein, c'est-à-dire qu'on va retirer toute la glande mammaire. Et à partir du moment où on se dit un cancer du sein se développe quand il y a de la glande mammaire, on peut partir du principe que ça va limiter, je dirais, ça va baisser quasi à 0%. Pourquoi? Parce que comme pour tout, il y a toujours ce petit pourcentage d'exception où parfois il peut rester un peu de résidu de glande mammaire qui n'a pas été retiré, où là, c'est possible d'avoir une récidive sur ce micro-résidu de glande mammaire, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et à partir du moment où on retire toute la glande mammaire, le risque de cancer, de refaire un cancer du sein, il est baissé, enfin, il est vraiment proche de 0, quoi. Merci Angélique. Une dernière question et après on va continuer. Je vois l'heure qui tourne. Et pour les femmes ménopausées, est-ce les mêmes symptômes? Oui, c'est les mêmes symptômes en fait, quel que soit l'âge, qu'on soit ménopausé ou pas, on est sur les mêmes symptômes qui peuvent être, sur les mêmes anomalies qui peuvent être symptomatiques d'un cancer du sein. Après, c'est vrai que quand on est avant d'être ménopausé, quand on est plus jeune, on a des seins qui sont parfois plus denses. Donc des fois, c'est plus difficile aux images de voir les choses. Et puis il se passe, plus on a une densité mammaire élevée, plus on peut avoir aussi de la mastose. Des fois, on fait plus de mastose et de kyste quand on est plus jeune. Donc voilà, c'est plutôt la façon dont est constitué notre sein qui peut être différent, mais les symptômes sont les mêmes. Ça peut être une masse palpable, ça peut être un symptôme visuel qui apparaît. Et tout à l'heure, on a parlé de la rétractation du mamelon, par exemple. Pourquoi? Parce que souvent, il va y avoir une masse en dessous le mamelon qui va faire que ça va venir tirer sur les tissus. C'est ce qui fait que le mamelon se rétracte, comme une tumeur qui peut être située sur justement une veine qui fait que la veine va grossir, par exemple. C'est ce qui peut expliquer qu'il y ait certains symptômes visuels qui apparaissent. Si je réponds pas forcément bien aux questions, voilà, faut pas hésiter à me redemander ou. Ça a l'air d'aller parce que tu vois, les personnes ne rebondissent pas forcément après tes explications. En tout cas, c'est très clair. Merci à toi. Je te laisse poursuivre. Moi, de toute façon, de mon côté, j'ai, je pense, dit le principal sur l'auto-examen mammaire. Donc là, vraiment, je peux vraiment répondre aux questions. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, de toute façon, sur le dernier petit quart d'heure qui nous reste. Alors, si vous avez aussi autour de vous, des jeunes femmes qui sont touchées par un cancer du sein ou même tout cancer, n'hésitez pas à les orienter vers Jeune et Rose et en plus spécifiquement sur l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes aussi, puisqu'on a des ambassadrices un petit peu partout et qu'on organise, comme je disais tout à l'heure, des rencontres, quoi. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Ah, d'accord, ok. Alors, je regarde concernant les autres questions. Quelles sont les démarches pour réaliser le test génétique? Alors, comme je disais tout à l'heure, le test génétique n'est pas fait de manière automatique, donc ça, il faut vraiment en parler à son médecin. Déjà, il faut en parler à son médecin.
Et il y a des centres en fait d'oncogénétique. Donc en fait, si vous avez une question par rapport à ça, il faut vous rapprocher du centre d'oncogénétique le plus proche de chez vous. Vous tapez centre oncogénétique et vous trouverez facilement. Bien. Je crois qu'il y a le SECOS, mais bon, vous tapez centre d'oncogénétique et généralement vous allez trouver. Alors, j'essaye de regarder. Il y en a, hop, entre les messages de départ et les messages et les questions. Voilà, c'est difficile à. Je te laisse regarder. Je pensais juste à dire aussi, Ouais. tout à l'heure, on a parlé du cancer du sein chez la femme enceinte allaitante. Alors, bien évidemment, encore une fois, c'est pas pour faire peur, hein, mais c'est une période où on peut aussi avoir un cancer du sein. Et en fait, on avait vraiment fait un film documentaire. Les deux cofondatrices d'ailleurs qui ont créé ce film documentaire, Cancer et grossesse, et on l'anime beaucoup auprès des professionnels de santé, des étudiants en santé, parce qu'on peut facilement passer plus à côté. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus rare dans cette période, mais on peut facilement passer à côté parce que les symptômes vont être un peu les mêmes que lors d'une période de grossesse ou d'allaitement. C'est-à-dire un sein qui est rouge, un aspect un peu peau d'orange, un écoulement du mamelon, on va vite l'associer en fait à l'allaitement ou au fait qu'on soit enceinte. Donc, Et justement, en lien avec ça, j'ai un point qui dit que, hop, ça défile. Est-ce que la grossesse augmente les risques? Alors, c'est pas la grossesse en soi qui augmente le risque, c'est qu'on peut avoir un cancer du sein pendant cette période. Si le cancer du sein était déjà installé, la période de grossesse peut venir, on va dire, faire le développer plus rapidement, en fait. Mais on peut pas dire, et ça c'est vraiment une question qu'on avait demandé à notre comité scientifique, du coup, parce que là on n'aurait pas pu répondre nous comme ça. Et c'est pas de dire si je suis enceinte, c'est ça qui fait augmenter le risque de cancer du sein. C'est plus que c'est une période où forcément, avec les hormones, etc., ça peut venir faire développer plus vite quelque chose qui était déjà présent. J'ai une autre question. Est-ce que prendre la pilule augmente les risques d'avoir un cancer du sein? Alors ça, c'est la question qu'on redoute à chaque fois. Pas qu'on redoute, en fait, non, pas qu'on redoute, bien évidemment, mais pareil, encore une fois, les professionnels de santé nous disent, dans les études, il est prouvé que la pilule peut légèrement augmenter, peut avoir un léger sur-risque de développer un cancer du sein. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre de 0,001%. Donc, il est quand même là. Mais encore une fois, dans la balance bénéfice-risque entre ce qu'apporte la pilule et ce risque, on va dire, minime, du coup, il n'y a pas trop de questions qui se posent sur le fait de prendre la pilule. Et aussi, la pilule va venir parfois protéger, au-delà d'être protégée d'une grossesse non désirée, de certains autres types de cancers, comme je crois le cancer de l'estomac, je ne sais plus lequel aussi, des ovaires, je crois, mais je suis plus sûre. Après, bien évidemment, à titre personnel, on peut tous se poser la question quand même, mais la pilule, ça reste un perturbateur endocrinien. Donc, bien évidemment qu'il y a plein de questions qui se posent autour de ça et pour lesquelles on ne peut pas avoir un avis tranché en disant oui ou non, à part ce que je viens de vous dire sur les études scientifiques. Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est important de bien, et c'est surtout le discours qu'on a auprès des jeunes femmes, c'est de dire qu'il faut bien discuter du choix de la pilule avec son professionnel de santé. Le choix de la pilule ou non, parce qu'on a peut-être parfois tendance à se dire, on donne la pilule automatiquement, mais parfois il y a peut-être aussi d'autres choses qui existent pour ne pas prendre la pilule. Mais vraiment, c'est chaque situation, chaque personne, chaque femme est différente. Et parfois aussi, on prescrit de la pilule pour des raisons bien particulières, d'autres soucis hormonaux ou autres. Donc voilà, mais en tout cas, c'est aussi de se dire, aujourd'hui, il existe d'autres façons de se protéger, par exemple, et peut-être que la pilule n'est pas forcément automatique, mais il faut quand même en parler avec le médecin. Vraiment, je pense que ça, c'est pas une décision à prendre seule et c'est vraiment une décision médicale partagée. C'est un sujet quand même qui est trop important pour juste dire j'ai un avis qui dit non, mais la pilule, moi, je suis sûre que ça développe le cancer du sein, il ne faut pas la prendre. Ou si, je suis pro-pilule, il faut la prendre. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment échanger avec sa gynécologue, quoi. Une autre question, est-ce que le fait d'allaiter pendant plusieurs mois diminue le risque d'avoir un cancer du sein?
Alors ça, il y a vraiment des études qui ont prouvé que le fait d'allaiter, alors j'ai pas les chiffres aussi, mais je pense que sur Internet, on peut facilement retrouver cette étude. Scientifiquement, c'est prouvé que plus on allaite sur une certaine durée, ça peut être un facteur protecteur de développer un cancer du sein. Encore une fois, il n'y a pas le côté, il faut pas réduire à j'allaite longtemps, donc forcément je vais être protégée, puisque ça peut aussi arriver pendant cette période d'allaitement de toute façon. Et à l'inverse, ne pas culpabiliser en se disant je n'allaite pas, donc je vais forcément développer un cancer aussi. Donc voilà, c'est toujours aussi un peu cette balance bénéfice-risque, et surtout que l'allaitement, forcément, c'est quelque chose de bien. Voilà, on sait que du coup, ça va être un facteur protecteur de plus, même si il représente qu'un petit pourcentage, mais c'est pas négligeable. Et à l'inverse, ne pas culpabiliser si on fait le choix de ne pas allaiter pour des raisons personnelles ou parce qu'on ne peut pas, physiologiquement parlant. Il ne faut pas se dire je vais avoir un surrisque élevé d'avoir un cancer du sein non plus. Une question, le stérilet hormonal est-il également incriminé dans le développement du cancer du sein? Là, j'aurais vraiment pas d'avis ni de réponse là-dessus. Après, je partirais le même principe que la pilule, ça reste des hormones en fait. C'est juste que c'est pas les hormones sont pas en fait administrées de la même manière. Là, il y a via la diffusion du stérilet, ou la pilule, c'est via la pilule quoi. Donc j'apporterai la même réponse que ce que j'ai apporté au niveau de la pilule. Après là, pour le coup, c'est un petit peu trop précis pour que je puisse vraiment apporter une réponse. Mais ça, c'est vraiment des questions qui sont importantes pour nous parce qu'après, on les note et après, on échange avec le comité scientifique aussi. Peut-on se faire poser des implants mammaires suite à une ablation? Alors, quand on a une ablation du sein, il y a des reconstructions qui sont possibles. Alors, ou non, parce qu'on peut aussi faire le choix de faire une reconstruction qu'on appelle une reconstruction à plat, c'est-à-dire de ne pas de faire de reconstruction, c'est un choix personnel. Il peut y avoir des reconstructions immédiates ou des reconstructions différées. On va plutôt attendre de passer la période des rayons, des traitements. Donc ça, pareil, c'est les médecins qui décident, qui savent quand il y a une reconstruction immédiate possible ou différée. Et après, il y a plein de techniques possibles. Donc, il y a en effet des prothèses en silicone, du coup, qui peuvent être posées. Alors, il y a prothèses externes, donc ça, c'est autre chose, mais il y a en interne, du coup, des prothèses en silicone qui peuvent être posées. Et il y a d'autres types de reconstruction aujourd'hui avec de la graisse aussi, ce qu'on appelle le lipomodelage. Après, il y a d'autres techniques comme le grand dorsal, où là, on est plutôt sur venir chercher des muscles, des nerfs du dos pour venir reconstruire. En fait, c'est vraiment une technique hyper spécifique. Et on va aussi ajouter à ça du lipomodelage de la graisse. Donc, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de techniques de reconstruction qui existent. Mais voilà, poser une prothèse en silicone, ça en fait partie. Je continue. Le cancer du sein aime les hormones. Est-on plus à risque si on a eu des traitements dans le cadre d'une fécondation in vitro? Alors ça, c'est pas. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de cancers du sein. Donc, il y a les cancers du sein hormonodépendants. Donc ça, en effet, ce sont les cancers du sein pour lesquels les cellules aiment se nourrir des hormones. C'est ce qui les fait nourrir. Il y a des cancers du sein qui sont pas hormonodépendants et qui sont dits HER2. Donc là, c'est plutôt la présence autour de la cellule d'une certaine protéine qui s'appelle HER2. Et dans le cas de ces cancers du sein-là, on va avoir un traitement supplémentaire de la chimiothérapie qui s'appelle de l'immunothérapie pour venir aussi baisser le risque de récidive, pour enlever la présence de cette protéine. Et il y a les cancers du sein dits triple négatifs, c'est-à-dire qu'autour de la cellule cancéreuse, il n'y a aucun récepteur, il n'y a rien, ni aux hormones, ni aux oestrogènes, ni la présence de protéines. Et donc là, il y a l'opération, il y a la chimiothérapie, les rayons, et derrière, il n'y a pas d'autres traitements qui vont venir baisser le risque de récidive. C'est pour ça que ces cancers du sein dits triple négatifs sont parfois plus à haut risque de faire des récidives et sont plus agressifs. Du coup, j'en ai perdu le début de la question. Tu peux me redire, Marilyn, pardon? Au FIV. Oui, donc c'est vrai que ça, il n'y a pas d'études encore qui sont sorties là-dessus. Et c'est vrai qu'on a parfois, nous, des jeunes patientes qui nous ont dit, voilà, j'ai eu mon cancer du sein et j'ai quand même fait plusieurs FIV. Alors voilà, je me pose la question de savoir si y a une corrélation. Alors les médecins vont plutôt avoir tendance à dire non parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'études, en fait, tout simplement. Il n'y a pas assez de recul là-dessus. Mais après, je pense qu'on est sur le même
un peu la même réponse que est-ce que la grossesse provoque un cancer du sein. C'est-à-dire que c'est pas peut-être forcément la FIV ou la grossesse qui va provoquer le cancer du sein, mais si on a des cellules cancéreuses qui étaient présentes, bah, le fait d'avoir un peu un shoot d'hormones comme la grossesse ou par une FIV, ça va venir peut-être développer plus rapidement du coup le cancer du sein. J'ai une autre question. Le déodorant est-il vraiment un facteur? Du coup, je vous inviterai après à aller voir sur notre site Genero, c'est la BD, du coup, là, la bande dessinée née, parce qu'en plus, il y a toutes ces questions-là à l'intérieur, alors pas de la FIV, mais tout ce qui est un peu info intox. Et alors, le déodorant, c'est ce qu'on dit quand on va faire des ateliers BD auprès des jeunes. En fait, la réponse, elle est, on va dire, ni oui ni non, dans le sens où il y a eu quelques études pendant quelques années qui ont dit la présence de sel d'aluminium dans les déodorants augmente un petit peu le risque de cancer du sein. Puis après, il y a eu des études scientifiques qui sont venues contredire ça. Et puis 2 ans après, il y a une autre étude qui a dit ah mais si quand même, ça peut augmenter un petit peu. Alors on ne connaît pas non plus parce que dans les études scientifiques, il faut aussi voir la cohorte, c'est-à-dire le nombre de personnes concernées par l'étude. Donc, nous, ce que l'on dit aussi, c'est que autant la baleine du soutien-gorge ne provoque pas cancer du sein, ça, on peut l'assurer. Pour le déodorant, on a envie de dire autant prendre des déodorants sans sel d'aluminium, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je crois que toutes les marques ont compris ça, donc ils proposent quand même beaucoup de déos sans sel d'aluminium. Voilà, un petit coup d'application Yuka ou je ne sais plus laquelle pour voir s'il y a des sels d'aluminium dedans, il vaut mieux en prendre sans, quoi. Beaucoup de remerciements. De remerciements pour ton témoignage et pour aussi ce webinaire avec toutes ces informations. Donc voilà, beaucoup de merci. Malheureusement, je dois vous quitter. Présentation très claire et passionnante. Donc voilà, c'est chouette aussi de pouvoir partager ces témoignages dans le chat. Donc j'ai remis l'adresse du site de manière à ce que chacune d'entre nous, on puisse, j'allais dire à tête reposée, aller voir les informations sur le site et puis prendre connaissance de la BD ou de tous les supports qui vont nous amener à avoir de la documentation. Donc, nous voilà, suivre aussi sur la page sur les réseaux sociaux, il y a les pages Jeunes et Roses, Jeunes et Roses Aura, le Télététon aussi. Le Télététon, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations sur la prévention. Et bien là, maintenant, c'est un défilé de merci. Merci pour ces conseils. Un très grand merci. Merci beaucoup. Voilà. Il y a des remerciements à foison et effectivement, je vous rejoins toutes sur vos merci. Merci beaucoup, Angélique. C'était vraiment très, très clair tout ce que tu nous as partagé, très concret. Et de nous avoir partagé ton expérience de avant, pendant et après. Voilà, ça permet aussi d'avoir des informations et puis tout simplement aussi d'être rassuré parce que on te voit toute pimpante et rayonnante. Donc même s'il y a un après un cancer du sein ou il y a un petit temps, comme tu disais, de questionnement, la vie suit son cours, la vie reprend et c'est aussi des messages positifs que tu envoies toi personnellement et à travers l'association. Donc oui, voilà, on parle toujours aussi des cas de cancer du sein qui sont plus difficiles, bien évidemment, qui sont malheureusement parfois diagnostiqués tard, qui sont beaucoup plus agressifs que d'autres. Et on n'oublie pas aussi toutes nos jeunes patientes et patientes tout court, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui font face à des cancers du sein qui sont vraiment pas faciles, qui parfois partent du cancer du sein aussi. Donc ça, je veux toujours dire un mot dessus. Mais voilà, de dire aussi que le cancer du sein, quand il est diagnostiqué tôt, il y a vraiment de meilleures chances de guérison. Et la preuve, du coup, elle a été pris plutôt à temps et je suis là aujourd'hui et c'est pour ça que vous avez tous une part en fait à prendre et vous êtes tous des ambassadeurs, des ambassadrices aujourd'hui pour relayer ces messages-là pour justement que le cancer du sein puisse se soigner le plus possible et apporter un autre regard sur le cancer du sein. Oui, c'est très important. Merci beaucoup Angélique. Merci
questions, pour les retours. C'était participatif. Merci à toutes. Bien sûr, donc vous recevrez le replay avec un lien. Ce replay, vous pouvez le diffuser. J'ai eu la question dans le chat. Bien sûr, vous pouvez diffuser ce lien, comme l'on dit familièrement, sans modération. L'objectif, c'est qu'on ait toutes ces informations pour qu'on puisse être autonome sur cette autopalpation et voilà, et prendre connaissance de notre corps, de notre poitrine, prendre soin de nous. Et voilà, comme le disait Angélique, ne pas hésiter, si on perçoit quoi que ce soit, de consulter, de lever les doutes et de se rassurer. Voilà, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup à toutes. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci Angélique. Je te laisse le dernier mot de la fin. Merci à toi, Marilyn. Merci à Sabine aussi pour le côté technique. Et merci à Piscille d'avoir permis. Voilà, pour nous, on se dit que derrière l'écran, c'est pas pareil qu'en vrai, mais vous avez vraiment le principal du message. Et là, quand je vois 200 personnes connectées et peut-être plus en replay, on se dit qu'en 1 heure, on a pu sensibiliser plein de monde. Donc voilà, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Belle journée à toutes. Au revoir. Au revoir.